Bonjour et bienvenue sur Franzine, le podcast des francophones de Suisse alémanique. Je suis Jenny Rachel, j'espère que vous allez bien, chers auditeurs. Sachez que je ne vous oublie pas. Cette semaine, on vous concocte une pépite d'épisode puisque je reçois l'élégante Christina Babina qui vient de Suisse romande pour nous délivrer ses analyses et apprentissages sur le système scolaire suisse. Christina dirige un groupe de crèches privées qui s'appelle Tot-Up, entre autres activités. Elle est donc dans le domaine de l'éducation et de l'entrepreneuriat. Mais vous allez l'entendre, ce n'était pas joué d'avance. J'aimerais aussi inviter Christina à partager son histoire peu commune, ses différentes passions. Alors, bonne écoute. Bonjour Christina. Bonjour, très heureuse d'être là. Merci beaucoup Bienvenue. Pour l'invitation. Et j'espère que ça sera utile pour la public. Ah, j'en suis sûre. Bon, on va commencer par planter le décor et aller un petit peu chronologiquement dans ta vie, si tu veux bien. Bien sûr. Justement, toi, t'es une enfant expatriée. Tu as dû aussi en apprendre beaucoup sur le système scolaire. Bien sûr. Moi, je suis arrivée en Suisse à 13 ans. Directement dans une école privée parce que justement on n'avait pas beaucoup d'informations sur le système et en étant étranger, voilà, le première chose, je parlais pas la langue officielle suisse, donc on a choisi l'option de l'école internationale, l'éducation en anglais. Et puis plus tard, évidemment, j'ai commencé à m'intéresser comment ça se passe en général avec le système éducatif en Suisse. J'ai fait école hôtelière de Lausanne en bachelor, après j'ai fait mon master à Fribourg. Là, j'ai appris aussi français, allemand, voilà, pour me bien intégrer dans le système suisse et dans le pays. Et vite fait, j'ai découvert cette passion qui était en moi depuis toute petite, c'est de travailler avec les enfants. Et moi, je suis un grand enfant toujours. Mon mari, il dit un enfant qui attend un enfant. Ah oui. Voilà. Donc, je me suis dit, il faudra que je trouve quelque chose à faire dans le domaine avec les enfants. Au début, pas du tout pensé aux crèches, c'est vrai. J'ai pensé plus au centre des activités, etc. Parce qu'il me paraissait que la Suisse, c'était un peu triste sur ce niveau-là. En étant voyagé dans les plus gros villes, plus grands pays, etc., il y a toujours ces méga Disneyland, des choses comme ça. Et puis, il y avait rien, de similaire en Suisse. Je me suis dit, ça sera cool de faire quelque chose comme ça. Et pendant mon master, j'avais plusieurs copines qui ont tombé enceintes. Et puis, ils m'ont dit, mais en fait, c'est galère, on trouve pas la place en crèche. Et du coup, tu sais, ton idée de ces centres, on n'a pas vraiment besoin, mais on a besoin des crèches. Je me suis dit, ok, je vais essayer de comprendre comment ça fonctionne et si c'est réellement vrai, parce que le business, pour moi en tout cas, ma mère qui est aussi entrepreneuse, elle a toujours dit qu'il faut jamais baser ton business sur les points de vue des amis, parce que les amis c'est bien, mais ils sont pas toujours très honnêtes. Alors quoi, tu as fait une étude de marché? Voilà, donc c'est bien, c'est hyper bien tombé au bon moment parce que j'avais dû de choisir mon sujet de mon master, de travail du master, et donc je me suis dit je vais vérifier cette idée en utilisant quand même, j'ai 6 mois pour travailler sur ce travail. Je vais le faire sur les crèches. J'étais pas très convaincue. Pourquoi? Parce que, on a tendance à dire qu'en Suisse, le système, elle est déjà assez déterminée, assez faite, et que, justement, l'école et les universités, c'est presque gratuit. Dans les écoles, c'est complètement gratuit. Il y a juste certains petits frais, on va dire ça comme ça. J'ai pas pensé qu'au niveau préscolaire, il y a un problème. Comme j'avais pas à l'époque des enfants, voilà, pour moi, c'était pas si évident. Mais justement, en faisant ce travail de master, l'étude de marché, j'ai découvert qu'il y a un énorme manque des places. Et c'est pas ponctuel, mais c'est sur toute la Suisse. Oui. Qui était assez impressionnant pour moi. Parce que ça se voyait, et puis, en français même, ils utilisent tous le mot garderie, qui vient de garder des enfants. Donc, la chose de éducation préscolaire, quand je parlais de l'éducation préscolaire, les gens me regardaient bizarrement. Parce que, c'était pas le but. Et beaucoup de crèches que j'ai visitées, justement, ils se concentraient sur la garde d'enfants. Et pas donc, sur l'éducation. Pour les placer et avoir du temps pour soi, quoi. Voilà, c'est qu'est-ce que j'ai observé et souvent en discutant aussi avec les directions des crèches, etc. J'ai découvert un peu cette
tendance de me dire, et juste pour dire, moi je suis tout à fait d'accord que les enfants ont le droit à avoir une enfance. Je suis pas du tout dans la manière où... Tu leur apprends pas à coder à 2 ans. Exactement, voilà, pas du tout. Mais en même temps, d'y aller trop dans les extrêmes où l'enfant fait rien, où l'enfant fait tout, pour moi, c'est pas bien ni l'un ni l'autre. Donc, c'est pas sain justement pour le développement de l'enfant. Mais par contre, justement, tout le monde m'a parlé de cet effet qu'en fait, c'est l'éducation libre, etc. Et puis, ok, je peux entendre des positifs là-dedans, des jeux libres, etc. Et on les intègre aussi dans nos crèches et tout. Mais par contre, il y a quand même un trou dans ce cas-là parce que à la crèche, les enfants sont une éducatrice par 10, par exemple à partir de 3-4 ans. D'accord. Après, ça peut varier un tout petit peu entre les cantons, parce que c'est très cantonal comme règlement. Mais à l'école, quand ils passent à l'école, ils ont vite 25 enfants pour un prof. Donc déjà, le changement, il est énorme. Et à l'école, déjà, ils sont censés savoir faire beaucoup de choses. Donc, j'ai jamais compris comment c'est possible que à la crèche, en fait, on est dans les jeux libres, tout est libre, l'enfant vit sa vie, etc. Et puis, à 4 ans, je sais pas qu'est-ce qui devrait se passer avec l'enfant, qu'à 4 ans, en entrant à l'école, d'un coup, il est censé s'habiller tout seul, faire les chaussures tout seul, être indépendant, aller aux toilettes, et tous ces parties qui sont quand même impressionnants et qu'à l'école, les parents sont souvent quand même, si l'enfant il sait pas faire quelque chose, les éducateurs, ils le disent, voyez, moi, je suis 1 pour 25, votre enfant est pas suffisamment indépendant. Quelque part, il y a un trou entre tu veux cette dire que crèche et l'école. C'est un peu radical, les évolutions qu'on demande. Exactement. Bon, il n'y a pas qu'à 4 ans. Après, on en parlera, mais quand on rentre dans le secondaire... Exactement, voilà. Ouais. Mais c'est justement ça. Je n'ai pas la tendance de critiquer le système suisse. Et puis, de toute façon, il faut comprendre, n'importe quel système, il nous faut un système. Donc, c'est impossible d'avoir un système idéal. Par contre, je pense que sur certains points, c'est possible d'améliorer les choses justement parce que entre les passages d'un cycle à l'autre ou entre crèche et école ou entre école et gymnase, il y a justement des petits trous qui sont pas si petits à la fin et qui ne permettent pas à tous les enfants de pouvoir si radicalement changer et s'adapter. Toi, tu penses qu'il faudrait plus de cohérence et de préparation en amont ? Je pense qu'il faut surtout réfléchir sur les faits que système, comme je dis, système c'est très bien, mais il faut pouvoir élaborer le système dans lequel on voit quand même la personnalité de chaque enfant. C'est surtout ça. Ils font beaucoup de progrès, ils disent, voilà, on veut intégrer les enfants, différents types des enfants dans les structures, etc. Mais vouloir le faire et le faire, c'est déjà 2 choses différentes. Et aussi, il faut pas mettre tout sur les éducateurs. C'est pas juste. Parce que je veux dire, bien sûr que quand vous avez à l'école un prof pour 20 enfants ou 25 enfants, en plus de ça, intégrer des enfants aux besoins spéciaux ou faire affaire aux enfants un peu plus hyperactifs, moi-même, j'étais et je suis encore hyperactif, c'est je peux comprendre le prof qu'ils sont réticents. Parce que... Mais tu proposes quoi, du coup ? Qu'est-ce qui devrait aider ces professeurs ou ces structures ? Tu proposes de multiplier les structures ? Je pense qu'il faut surtout avoir la possibilité que les cantons comprennent que les partenariats avec des privés, c'est quelque chose de bien. Parce que ça peut justement amener et multiplier l'ouverture des structures, première chose. Et deuxième chose, c'est que il faut avoir plutôt un intérêt à faire des formations continues au personnel et aux éducateurs, et aussi de pouvoir accorder en tout cas des stagiaires pour ces personnes, pour les éducateurs, pour qu'ils ne restent pas tout seuls en permanence avec tant de nombre d'enfants, qui est quand même assez compliqué à effectuer tous les jours.
Donc, ce qui te pousse à monter TOTUP, c'est de faire cette étude de marché et aussi cette envie d'améliorer un peu le paysage. Bien sûr, évidemment, pour moi, un business, ça vaut la peine. Évidemment que c'est pour gagner ma vie aussi, et d'essayer de gagner ma vie. C'est pas toujours très simple avec des crèches. Mais ce qui me fait plaisir, c'est justement qu'il y a des résultats qui sont positifs au niveau de public. Et ça veut dire que mes parents, je les vois être reconnaissantes. On reçoit des fois les parents qui sont complètement perdus, parce que ça fait 2 ans qu'ils sont sur la liste d'attente. La maman, elle est en train de perdre son job. Oui, c'est ça. On doit faire des choix radicaux. Voilà, ils sont obligés de faire les choix radicaux. En même temps, ça crée quand même un effet négatif, l'aspect négatif envers enfants, parce que moi, je dis toujours, les parents contents font les enfants contents. Et c'est pas l'inverse, en fait. Ça fonctionne que dans ce sens-là. Quand il y a les énergies positives, l'enfant, et on le voit, s'adapte beaucoup mieux à la crèche, beaucoup plus ouvert, etc. Donc, justement, quand le système ne permet pas aux parents d'y être bien dans leur peau, et ça veut dire que si la maman, elle est en vie, parce qu'on dit... Voilà, il y a 3 mois ou 4 mois de maternité, congé maternité, mais puis après, plus tard, après 4 mois, il y a pas de solution. Moi, je vois pas comment une femme peut se sentir confortable pendant les 4 mois en sachant qu'elle sait pas. Elle se met sur la liste d'attente quand elle est enceinte de 3 mois. Et puis jusqu'au fin de son congé maternité, et souvent elle apprend 2 semaines avant de sortir au travail qu'il n'aura pas de place en crèche. Non. Donc qu'est-ce que ces gens-là devront faire et comment ils devront rester positifs et bienveillants envers leurs enfants quand ils sont dans les situations auxquelles ils n'ont aucun contrôle. Et donc, justement, les crèches privées, ça permet cette ouverture beaucoup plus rapidement, mais sans soutien. Souvent, les demandes sont tellement grands que sans ces partenariats avec les communes ou cantons, c'est très difficile aussi pour les privés de continuer à grandir. Donc pour toi, en fait, il faut qu'il y ait des privés pour enrichir l'offre et qu'il y ait plus de familles qui arrivent à avoir un équilibre entre vie pro et vie privée. Oui, bien sûr. Je pense que ça, c'est très important pour la population en général. Aujourd'hui, les prix en général sont assez élevés. Sur certaines villes, on est quand même considéré, la Suisse, elle est considérée un pays assez cher pour vivre, finalement. Oui, et avec des enfants en particulier. Voilà. Avec des enfants, ça devient même plus compliqué. Donc, le système, elle doit suivre derrière. Parce que je me dis, ça peut pas fonctionner que dans un sens. On peut pas continuer d'avoir les hausses de loyer et puis en même temps dire ça sera bien que les mamans ne travaillent pas, parce qu'à partir de certains moments, si les mamans ne travaillent pas, c'est impossible de payer le loyer. Donc voilà, on est un peu dans ce cercle. À un moment donné, si il y a plus de relations entre privé et public, il y aura justement plus d'ouverture, plus de places en crèche, plus de parents auront accès à ce service. Et puis, certaines communes ont déjà compris, et on a des crèches TOTUP qui travaillent très proches avec des communes où les communes nous réservent des places et ils prennent une partie de nos places comme des places subventionnées. Ah, très bien. Donc ça permet justement, ça c'est des partenariats réels, public semi-privé, qui permet justement à accorder à tout le monde un peu de place qui ont besoin. Toi, alors, tu as monté ce concept de TOTUP et c'est bilingue. Oui. Ça, c'est important de le dire aussi. Nous, ça nous touche en tant que Zurichois, ce bilinguisme, en tant qu'expat. Donc, je pense que c'est un plus. Et je voulais te demander de quelle tranche d'âge tu t'occupes. Donc moi, on prend des enfants à partir de fin de congé de maternité, donc soit 3, soit 4 mois. Et puis, on les a jusqu'aux entrées scolaires, donc 4 ou 5 ans. La seule structure qui est un peu différente, c'est Genève. Là-bas, on avait pas mal de demandes des parents d'avoir aussi une école primaire. Donc, on a rajouté de 1P à 4P, de 4 classes, donc, pour pouvoir avoir les enfants avec nous jusqu'à 8 ans. D'accord. Les recrutements, tout ça, pas de souci? Les recrutements, ça peut devenir un peu plus compliqué, surtout que
aujourd'hui, on voit cette tendance chez les plus jeunes spécialistes de pas vouloir travailler à 100%. Ah oui. Voilà, donc s'adapter, souvent ça fait un peu de réflexion sur comment on va faire pour combiner, pour que les gens restent quand même motivés. Mais vraiment, moi, je suis très heureuse dans mes structures en général. On recrute bien, les équipes sont assez stables, on n'a pas beaucoup de turnus, en tout cas pas sur des éducateurs principaux ou des responsables des groupes, de direction, etc. D'accord. Tu dirais que ce sont quoi les grandes lignes pédagogiques de l'éducation à la Suisse? Alors, l'éducation à la Suisse, c'est trop large. C'est trop large, voilà. Déjà, il y a un système cantonal qu'il faut savoir. Donc, moi, je vais parler peut-être plus sur le parti francophone que je connais mieux que partie allemanophone ou partie italienne. Mais les structures sont en général les mêmes. Donc, vous avez ce qu'on appelle garderie, ou moi, je préfère dire éducation préscolaire, qui est une éducation pas obligatoire en Suisse. Donc, c'est pas jusqu'à 4 ans, ce n'est pas obligatoire. Et c'est payant, indépendamment si c'est public ou privé. Il y a quand même une partie des frais que les parents devront payer pour pouvoir avoir accès à ce type de prestations. La différence en prix est liée justement au fait que les structures publiques recevront des subventions. Donc souvent, j'entends que mais les crèches privées sont chères ou plus chères. Justement, depuis l'extérieur, c'est le résultat. Ça peut monter à 2500. Dépendamment comme dans les publics, les parents vont payer selon leurs revenus. Évidemment, pour certaines, ça paraît que les crèches privées sont chères. Mais la place en crèche, ça coûte la même chose, indépendamment si c'est privé ou public. La seule différence, c'est la subvention. Donc justement, il y a certaines familles qui ont le droit aux subventions et pour eux, ça coûte moins cher. Par contre, donc après, à partir de 4 ou 5 ans, et aussi ça dépend des cantons de temps en temps, ça commence ce qu'on appelle une éducation obligatoire. Et c'est une école primaire. Et là, je dis 4 ou 5 ans aussi, ça c'est très spécifique, je pense, à la Suisse, c'est que les enfants qui sont nés avant le 31 juillet, ils commencent l'école à 4 ans, et les enfants qui sont nés après le 31 juillet, ils commencent à 5 ans de l'école. Donc, ils font une année de plus à la crèche. Et là, vous avez des 4 classes, en général, c'est 4 années dans l'école primaire, où les enfants commencent à apprendre qu'est-ce que c'est l'école, ça devient assez standardisé. Il y a les écoles spécialisées aussi à partir de cet âge-là, si les enfants ont des difficultés particulières. Sinon, tout le monde est ensemble. Il y a à peu près une vingtaine d'élèves par classe, dépendamment des communes aussi, les grandeurs des communes, comment ça se passe par rapport aux grandeurs de ces écoles, etc. Donc, premier cycle, première étape, école primaire. Après, il y a l'école secondaire, qui dure aussi 4 ans jusqu'à 12 ans. Et après 12 ans, il y a des différentes possibilités qui commencent à être envisageables. Donc, c'est la préparation à gymnase, préparation à l'apprentissage. Il y a encore quelques années, jusqu'à 15 ans à peu près, que l'enfant puisse se faire une idée s'il veut aller à l'université. Et dans ce cas-là, il faut choisir l'option de gymnase, dans laquelle c'est assez compliqué souvent de s'intégrer. Parce qu'il y a des examens, il faut avoir certains niveaux, etc. Ou il y a les options d'apprentissage. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle d'apprendre en travaillant. Donc c'est commencer à avoir des expériences déjà avec la possibilité d'étudier en même temps. Toi, tu n'as pas vécu ça, tu avais choisi l'université. J'ai fait l'université. Après, je pense que c'est aussi un lien un peu culturel. De pays où je viens, c'est assez, comme la France aussi, c'est les études, les tendances de dire que sans université, il n'y a plus de vie après, qui est complètement faux en fait. J'ai appris ça. Après, surtout pour moi, en étant un enfant hyperactif, pour moi justement l'université c'était très compliqué. J'ai eu de la chance de pouvoir intégrer l'École hôtelière de Lausanne, qui n'est pas une éducation très standard universitaire. Il y a beaucoup de choses manuelles et puis beaucoup d'expériences qui sont intégrées avec des stages. Ça bouge un peu plus. Mais justement, je pense pas que l'université, c'est pour tout le monde et je pense pas que c'est la seule manière de vivre, en fait.
ce que je voulais dire, justement, c'est que l'apprentissage en Suisse est très, très bien développé dans tous les domaines. Donc, souvent, quand on entend apprentissage, on se dit que c'est peut-être plutôt pour des solutions, pour des professions plus manuelles, qui en Suisse, pas du tout le cas. Tu peux faire un apprentissage dans le système bancaire, c'est possible de faire un apprentissage dans le système assurance, finance, même certains scientifiques. Enfin, voilà, t'as quand même une très grande spectre des activités que l'enfant peut choisir. Et aussi, l'un évite pas l'autre. Donc, ça veut dire que même si l'enfant n'a pas rentré à gymnase, ce n'est pas la fin du monde. Parce que si l'enfant va faire l'apprentissage, il y a toujours la possibilité, après l'apprentissage, d'avoir un certain nombre de crédits. Et puis, oui, ça va être un tout petit peu plus long, mais de revenir, ou de réintégrer l'université plus tard. Alors, ce qui est difficile, c'est justement pour les expats de savoir comment ça fonctionne, de se lancer, de suivre les conseils du coup d'un prof. On va être très lié au conseiller direct de l'enfant. Ouais. Ici, l'éducation, elle est beaucoup, se repose aussi sur les familles. Et le système, elle est un peu... Au cours de l'année, il n'y aura pas, par exemple, peut-être certains systèmes dans les autres pays, les profs vont vérifier régulièrement des devoirs, ce qui était fait à la maison, etc. Ici, c'est très indépendant. Donc ici, souvent, ça peut avoir que l'enfant... et pas vérifier régulièrement son niveau, comment ça se passe, s'il travaille à la maison, etc. Et puis après, il y a l'examen, et puis soit tu passes pas. Donc, très tôt, la responsabilité tombe sur les enfants, et souvent, les enfants ne sont pas prêts. Et dans ce cas-là, on dirait que c'est les parents qui devront le prendre, mais des fois, pour les parents, justement, comme tu viens de dire, qui viennent d'autres systèmes, qui comprennent pas, qui viennent d'y arriver, c'est difficile de tout de suite se dire voilà, qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, c'est vrai qu'on est censé mieux comprendre comment ça fonctionne, et c'est pas toujours facile parce que l'information, elle est pas très bien expliqué comme ça ouvertement au public. Oui, voilà, c'est ça. Il faut vraiment chercher les infos. Oui. De même pour les subventions, d'ailleurs, il faut aussi aller sur le site, faire une simulation. Je voulais le mentionner simplement. Tout à fait, oui. Tout à l'heure, tu as parlé du fait qu'en France, et donc aussi, je crois que tu es originaire de Russie. Oui. Voilà, les diplômes, c'est vraiment quelque chose de très important. Est-ce qu'aujourd'hui, après le nombre d'années où tu es en Suisse, tu continues à faire la comparaison entre le système d'où tu viens et ce qui est proposé ici ? Comparaison, non. Mais je regarde un peu partout au monde qu'est-ce qui se passe. Justement, moi, je suis assez fascinée par certaines décisions prises par les pays nordiques, Finlande, avec plus de devoirs aux écoles, avec les systèmes très libérés. Et puis, ça peut être intéressant. Après, je pense pas que c'est complètement peut être intégré dans un système suisse ou européen, etc. Chez Totap, nous, on essaye de faire un peu une mix des différentes pédagogies. Justement, moi, je crois pas à un seul pédagogie. Oui, il faut s'adapter. Je pense pas qu'il y a une pédagogie idéale. Comme on a parlé avant par rapport au système, il n'y a pas de système idéal, il n'y a pas une pédagogie idéale. Il y a autant des enfants que des caractères, en fait. Donc, chaque enfant est vraiment différent. Après, bien évidemment, on peut généraliser sur certaines typologies des enfants, sur certaines choses, etc. Mais, sur principe, voilà, on est tous différents. Comme les adultes, on est tous différents. Les enfants sont tous différents. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a un système idéal. Et c'est bien de pouvoir, dans un seul système, pouvoir avoir différentes pédagogies. Et justement, notre but, c'est ça, c'est qu'après avoir terminé nos crèches ou l'école primaire à Genève, nous, on essaie de donner des conseils aux parents sur quelle voie apprendre plus tard l'enfant. Donc, soit dans les activités parascolaires, donc déterminer des talents, un peu les choses que l'enfant adore faire, ou justement, comme on a des ateliers Montessori, des ateliers, on s'inspire un peu de pédagogie Steiner, etc., c'est peut-être de recommander aux parents de choisir un certain type d'école. Après, les parents, ils devront être ouverts au conseil. Après, il y a les parents qui sont quand même très sûrs de qu'est-ce qu'ils veulent faire. Et ça, c'est évidemment le choix des parents auquel nous, on n'a pas le droit à s'intégrer. Voilà.
Est-ce qu'avec le recul, tu dirais que l'école suisse était à la hauteur des espoirs de tes parents? Du coup, Je pense que oui. Après, moi, j'ai fait l'université, donc disons, c'était quand même pour moi une éducation assez standard, typique. Pour mon pays, pour la Suisse, 60% des gens sont quand même choisis d'avoir l'apprentissage et pas l'université. C'est une statistique officielle. Après, voilà, moi je pense que ce qui est important, c'est de savoir où l'enfant a ses forces et ses défis à apprendre. Et puis, de pas trop forcer. Hein. Il faut vraiment... Moi, je pense que l'éducation, elle est dans les discussions avec l'enfant. Souvent, on voit les parents, ou moi, je communique avec les parents qui vont me dire « Ah, mais pour mon enfant, ça, c'est bien, ça, c'est important. Moi, je veux qu'il fasse ça. » Ou souvent, la phrase que... je préfère ne pas entendre, c'est par exemple, ah, mais moi, quand j'étais petite, j'ai pas pu faire. On parle d'eux, en fait. Et du coup, je veux absolument que mon enfant, il le fasse. Mais quand tu regardes l'enfant, tu te dis, mais cet enfant-là est pas du tout fait pour ce que les parents veulent. Donc, la projection, elle peut être dure. On essaye de conseiller les parents et puis de les expliquer que souvent, voilà, c'est leurs envies ou parce qu'ils n'ont pas réussi à faire quelque chose dans leurs enfance, c'est plutôt, le problème sur lequel eux, ils devront travailler et pas le remettre sur les enfants. Après, évidemment, hein, je dis pas, hein, il y a des enfants plus compliqués. Il y a aussi le passage d'adolescence qui est totalement, c'est un âge avec lequel j'ai moins d'expérience. Mais nous, justement, on prend des stagiaires et des apprentis dans tous nos crèches. Donc, on a des structures formateurs. Donc, on a quand même l'expérience. On a des petits stagiaires qui viennent, qui ont 13, 14, 15 ans, pour les stages d'observation. Une semaine, 2 semaines, on est très ouvert à ça. Presque, je dirais, oui, chaque mois, on a en tout cas une qui viennent. Donc, on les fréquente quand même, on les voit. Et puis, justement, oui, certaines, je pense que ça devrait être assez compliqué au niveau de communication avec. Et pour certains parents peuvent galérer, etc. Je pense que les parents ne devront pas être peur de demander d'aide. Oui. C'est très, très important. Demander d'aide à l'interne de la famille, entre les mamans, papas, etc. Mais aussi demander d'aide psychologiques ou des conseillères familiales, des coachs, etc. Souvent aussi, ça fait peur, hein, le mot psychologue. Mon Dieu, ça veut dire que quelque chose ne va pas, on a un problème. Mais c'est pas du tout. Des fois, il suffit même d'y aller 1 ou 2 fois chez un spécialiste parce que quand on est prise dans nos propres problèmes avec l'enfant, en fait, on ne voit plus d'autres solutions. Donc, à un moment donné, c'est un blocage. On a un problème. On a essayé de la résoudre. Ça ne se résout pas. Mais comme on est tellement dans ce conflit, on n'arrive plus à s'en sortir. On ne voit plus d'autres solutions. Il suffit des fois que juste une personne externe dit quelque chose où ça nous illumine et on se dit « Ah, mais oui, voilà, ça peut fonctionner, ça, je peux essayer, etc. » Donc, ça, c'est très important, je pense. L'influence, ça compte toujours. C'est vrai, tu as raison. Bon, dis-moi, toi, quand même, tu es jeune. Je ne sais pas quand tu as lancé ton premier tot-up, ni où. Donc, j'ai commencé à 27 ans. Et puis, la première ouverture, elle était lieu quand j'avais 29, juste avant de me 30. Voilà, donc tu es arrivée jeune aussi, avec ton joli accent. Comment tu as été accueillie par les autorités, justement Ça, c'était un peu plus compliqué. Hein. Justement, en finissant mon travail de master, le travail de master a fait un concours aussi de tous les travaux de master suisses et gagné le premier prix. Donc, je me suis dit que c'était un signe quand même pour continuer. Et par contre, quand j'ai commencé, je me suis rendu compte que ça va pas être si facile que ça. En fait, moi, je pensais que comme il y a de la demande, et moi je demande pas grand-chose, et puis je viens quand même de côté business, management, et je savais que je pourrais le faire. Après, pas tout seul évidemment, parce que j'avais ma directrice qui était de milieu spécifiquement pédagogique, etc., pour monter tous ces plans pédagogiques, etc. Mais je pensais que quand même, je serais
plutôt bienvenue. Oui, comme une solution. Comme une solution supplémentaire. Parce que, de nouveau, on revient au sujet de peut-être prix en disant que les privés sont plus chers, mais il y a quand même des familles qui ont des moyens de se permettre des crèches privées et les parents, enfin les familles qui viennent en privé, ils se libèrent quand même des places dans des systèmes publics. Donc, ça veut dire que c'est quand même plutôt un compliment qu'une concurrence à le système public. Et puis, tous les pays, je pense, devront avoir cette possibilité et les parents devront pouvoir avoir le choix de, par exemple, placer leurs enfants dans un système bilingue ou dans un système Montessori ou Steiner, etc., mais qui le système public ne peut pas permettre d'avoir. Et voilà, donc j'y suis arrivée et j'ai choisi Genève au début parce que je me suis dit, le plus gros problème est là. Il y a beaucoup des expats qui pourraient être intéressés au niveau des activités bilingues et tout autour de ça. Et il y a une grosse demande. Et quand j'ai commencé, voilà, évidemment, déjà, ni mon âge ne convenait pas parce que j'étais trop jeune, ni des origines. J'étais vite rappelée que, apparemment, être né en Suisse et être naturalisé en Suisse, ce n'est pas la même chose. J'étais assez choquée d'entendre ça de part d'administration voilà, c'est pas qu'est-ce que la Constitution fédérale dit. D'ailleurs, je peux t'interrompre, il y a des métiers qu'on ne peut exercer en Suisse qu'en étant en Suisse, comme docteur. Oui, voilà, exactement. Oui, il y a certains métiers qui même, voilà, c'est quand même dans le 21e siècle et quand t'as l'ONU qui est présente, des logiques comme ça se pose quand même un tout petit peu de problème. Mais bon, voilà, donc j'ai très vite compris qu'il y aura, voilà, intention et qu'en fait, je suis pas du tout bienvenue. Et le prou, c'était que pendant 3 ans, ça m'a pris presque 3 ans, donc 2 ans et demi, pour ouvrir la première structure. Et avec beaucoup de tristesse, je devrais dire qu'aujourd'hui, jusqu'au présent, sur le canton de Genève, je fais aucun entretien administratif sans présence de mon avocat. Et je trouve que ça c'est réellement triste. J'ai moins de ce genre de problèmes dans les autres cantons, mais Genève, ça me fait mal au cœur qu'en étant quand même une citoyenne suisse, il y a administration qui quand même dépend et qui est censé être là pour la population et qui reçoit les salaires grâce au paiement des impôts, où je suis justement pour discuter avec, obligée à payer un tiers pour être présent. Voilà. Donc t'es pas considérée comme une entrepreneuse lambda. Non, en fait, c'est pour ça que de temps en temps, je prends cette possibilité aussi de faire les interviews ou être très ouvert à avoir des podcasts, etc. C'est un peu de partager. Puis ça me aide énormément parce que les gens disent des choses positives. Parce que souvent, quand je suis tout seul, avec l'administration, je me sens vraiment inutile, une personne qui fait n'importe quoi, qui fait aucun sens, etc. Donc ça, c'est moralement un peu difficile. Après, les autres cantons, typiquement, je disais, canton Vaud ou canton de Fribourg, sont beaucoup plus ouverts à cette collaboration privée-publique et partie almanophone aussi, almanique, ils sont aussi, il y a beaucoup de structures privées et certaines communes sont beaucoup là-dedans, dans la collaboration. Je pense qu'il n'existe aucun aspect où tu peux être bien tout seul, en fait. Et ça partage surtout au niveau d'éducation. Et on le voit maintenant, on a plusieurs crèches et même les directions, quand on fait des meetings direction ou quand on engage de nouvelles directrices, souvent, ce qui ressort, pourquoi elles veulent travailler chez nous, c'est parce qu'on est un groupe et qu'on a cette sensation de se voir régulièrement, donc une fois par mois minimum, on se voit que la direction pour discuter et puis ça donne cette envie de partager, de pouvoir dire ça va pas, comment on peut faire, comment vous faites chez vous, etc. Et ça fait un gros parti. Souvent on dit que la seule motivation des gens pour travailler c'est le salaire, mais moi je suis persuadée que c'est pas le cas. Bien sûr que les salaires sont importants, on vit tous en Suisse et comme on a dit avant, c'est pas le pays moins cher, etc. Mais par contre il y a aussi un gros parti, je pense, c'est de se sentir utile, de se sentir soutenu et de pas être tout seul tout le temps.
Voilà. Apprécier, valoriser. Exactement, voilà. Et ce que tu dis, c'est important, c'est quand on a un marché, quel qu'il soit, s'il n'y a pas de concurrence, en fait, on ne s'améliore pas. Exactement. C'est vertueux de proposer des choses différentes. Tout à fait, c'est juste. Eh ben, dis donc, tu as dû rencontrer des drôles d'épreuves et tu as tenu bon. À un moment donné, je pense que quand tu crois vraiment dans ce que tu fais, ça va s'arranger d'une manière ou d'une autre. Donc, voilà, moi, je sais... Moi, même quand je suis désespérée, mais quand je reviens à ma crèche à Petit-Lancy, à Genève, puis je vois les parents qui me remercient, je vois les enfants qui sont contents, je vois toutes les activités qu'on fait avec les enfants. Pour certaines sorties, je participe moi-même parce que ça fait énormément plaisir de partager ces moments avec les enfants. Enfin, je me dis vraiment l'administration, voilà, c'est purement juridique et on va trouver la solution. Donc moi en tout cas, le but c'est de faire tout pour protéger mes familles, pour protéger les enfants qui sont chez Totap, puis de être ouvert et pas avoir peur. Tu mets pas trop d'affect du coup. Dans ce qui se passe. Bon, c'est bien. Bon, tu as dit que tu étais hyperactive, donc j'imagine que tu as d'autres passions. Oui. J'en ai vu quelques-unes. Tu peux nous en parler? Moi, j'étais intégrée dans plusieurs projets différents. Un des gros projets, oui, c'est maintenant aussi un partenaire, mais ça est devenu une très bonne copine, c'est Olivia Bois et son projet Bois, qui est basé sur une science neurologique, et puis elle fait des tableaux qui sont censés calmer ou booster l'activité dans les cerveaux. Donc c'est des tableaux qui sont dessinés d'une certaine manière, qu'elle a tourné dans tout un concept projet Bois, avec même des habits sportifs, etc. Elle-même, c'est une maman d'un enfant aux besoins spéciaux, et c'est comme ça qu'elle a commencé ce projet. Elle a fait une association où je fais partie, et c'est vraiment très beau. Et c'est partenaire Totap aussi. On utilise on a des tableaux aussi qu'on utilise à l'école et à la crèche. Elle a aussi fait tout un projet autour de papeterie pour les écoles. Certaines écoles sur canton de Fribourg aussi les utilisent déjà au quotidien, qui permet de diminuer le stress des écoliers par rapport au stress qu'ils peuvent avoir à l'école, par exemple. Je conseille à tout le monde de voir. C'est assez fascinant comme projet. J'avais aussi un petit bar galerie d'art, mais on n'a pas survécu le Covid. D'accord. En étant trop petit, on a dû fermer. J'étais pas tout seul, j'étais avec plusieurs amis. C'était quand même une magnifique expérience. Mais voilà, Covid, je pense, on n'est pas, ça fait tourner les pages les seuls. À beaucoup de monde. Oui, donc malheureusement, on n'a pas pu tenir le coup, mais finalement, on a existé pendant 3 ou 4 ans, je pense. C'était une expérience aussi, et puis ça m'a permis aussi de revenir un peu à mon éducation principale, qui est hôtellerie, etc. C'était très intéressant. Voilà. Ça, les photos de mode. Oui, de temps en temps, quand j'étais plus jeune, je faisais beaucoup de mannequinat, j'ai travaillé beaucoup. Maintenant, je fais plutôt les photos, et puis il y a certaines marques qui me demandent d'être ambassadrice, donc j'accepte avec plaisir toujours. Si j'aime bien la marque, voilà. Mais ça fait partie un peu, qui me permet de reconcentrer sur moi. Oui, moi je trouve que c'est une preuve aussi de la liberté que tu as dans ton parcours, et peut-être de la liberté qu'on peut avoir à entreprendre en Suisse, qui est quand même quelque chose de particulier, où on peut vraiment mettre à bien nos idées. Bon, on voit pas toujours très facilement, mais... En Suisse, je pense que l'avantage pour les entrepreneurs, c'est que quand tu commences, c'est très compliqué, c'est vrai. N'importe quel business que tu commences en Suisse, il y a beaucoup de lois, beaucoup de détails. Souvent, c'est des business réglementés, qui n'est pas toujours une mauvaise chose. Il y a des business qui sont plus de sécurité que des autres. Mais une fois que tu as pu créer quelque chose, une fois que les gens te font confiance, là, ça commence d'être vraiment intéressant. Et si tu fais pas des mauvaises choses, si tu es honnête, présente dans ton business, etc., les recommandations, souvent les gens me disent, mais comment tu fais le marketing? Bien sûr, on est présente sur les réseaux sociaux, par exemple. Maintenant, ça fait partie. On est aussi, on utilise le Google, etc. Mais vraiment, on n'a pas des énormes budgets sur ça. On ne le met pas c'est plus
complément. Mais la plupart de nos clients, ils viennent parce qu'on était recommandés. Ah oui, tu vois. Par les autres familles, etc. Et donc souvent, quand ils remplissent le formulaire d'inscription, on voit, ils nous disent « Ah, mais votre crèche était recommandée, etc. » Donc vraiment, ça fait... Les Suisses peut-être paraît au début comme une nation assez fermée, mais en fait, c'est pas vrai. C'est une nation juste qui prend un peu de temps pour faire confiance, mais une fois qu'ils savent qu'ils peuvent recommander quelqu'un, ils le font très volontiers, en fait. Ah, super. Et tu reçois la satisfaction client. Bien sûr, bien sûr. Mais ça, je dis à tous les entrepreneurs qui en ont un peu peur de se lancer parce que justement, ils pensent que, les réseaux, c'est un petit pays, les réseaux sont pas très populaires, comment on peut faire pour avoir les clients? Mais en fait, voilà, au début, c'est compliqué. Mais si vous avez quelque chose en vous qui vous permet de créer ce lien avec 1, 2, 3, 4, 5 clients, et après, ça se multiplie, en fait. D'accord. Moi, c'est un très bon conseil. Je vais le garder. On en vient à la fin de l'interview. D'habitude, je demande à mon invité de présenter une citation ou un proverbe, mais ça peut être aussi un film ou peut-être une personne qui t'inspire. J'ai pas pensé. Ouais, désolée, on n'a pas j'ai beaucoup pas préparé. pensé à ça. Je t'ai pas préparé, mais vraiment, j'étais jamais quelqu'un. J'aime beaucoup de gens, des célébrités, etc. Jamais eu quelqu'un. Mentor. Voilà, qui spécifiquement m'a touchée. Mais, tout ce que j'ai réussi aujourd'hui, je pense que c'est grâce à ma famille. Beaucoup de soutien pour de croire en moi et tout ça. Donc pour moi, mon père et ma mère, ça c'est vraiment les gens qui m'ont inspirée. Et en citation, je pense que c'est un peu banal, mais c'est qu'il faut jamais s'arrêter quand il y a des barrières. Mon papa, il disait toujours ça. Bon, j'ai perdu mon père quand j'avais 5 ans. Mais ma mère, elle a très bien fait pour me raconter plein des histoires sur lui. Il avait aussi un peu un parcours similaire avec un peu des problématiques dans son entrepreneuriat, etc. Puis ma mère aussi entrepreneuse, qui rencontre aussi de temps en temps des difficultés. Mais voilà, c'était vraiment quelque chose que... quand tu peux pas croiser le montagne par toi-même, il faut faire venir le montagne vers toi. Ah, je vois l'image. Voilà. Donc, moi, c'est ça. C'est ça, je pense que, tout, tant que vous croyez en soi et en ce que vous faites, à un moment donné, ça va se résoudre. Alors, des barrières. Je prends ton conseil aussi. C'est bien de finir sur cette touche très positive. Merci. Quelle rencontre! Merci beaucoup. Ça fait plaisir à moi aussi. Merci. Merci Christina, vraiment, de t'être déplacée jusqu'à Zurich. Donc, on est très chanceux de t'avoir sur le podcast. Merci. On te retrouve, je vais mettre des liens aussi. Bien par rapport, sûr. même à ton ami, à l'association dont tu as parlé. Tout à fait. Voilà, si des personnes veulent s'y référer. Donc, je mettrai ça dans la bio du podcast. Et merci beaucoup à toi, ça fait un plaisir de te connaître. Merci. Pareil, tout pareil. Merci à vous aussi, chers auditeurs, de votre fidélité. N'hésitez pas à me donner votre retour sur l'épisode, votre sentiment. Vous l'avez constaté, c'est un épisode très spontané. Christina est habituée au micro. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à l'inviter, parce que je crois que oui, l'exercice lui correspond tout à fait. Allez, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, des vôtres. Une petite note, parce que vous savez que je crois que nos petites actions positives du quotidien peuvent un petit peu orienter le monde vers un cercle plus vertueux et puis d'arriver à améliorer un petit peu notre quotidien, ceux de nos proches, de nos voisins, un sourire, un geste sympathique et on fait que perpétuer cette chaîne de bonté. À bientôt.